À part peut-être la Normandie et la Bretagne, il y a tout le monde qui va prendre cher, quoi. Ah non, même eux. Chacun a ses emmerdes, mais à différents degrés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a des conditions climatiques qui vont changer drastiquement. Tu l'as mentionné, au fait, l'adaptation s'adapte à quelque chose. Exactement. Il y a quelque chose, il y a une crise ou il y a quelque chose d'endogène ou d'exogène qu'on doit s'adapter. D'ici 2050, d'ici 2030, 2050, 2100, quels vont être les principaux risques ou les principales adaptations qu'on devra faire? Face à quoi? Ouais. Bah déjà, il faut un peu remettre en place plein de petits scénarios. Ça, c'est une figure du Haut Conseil pour le climat. Et ce que j'aime bien avec cette figure, c'est les 3 climate strips que vous avez là. Donc les climate strips, vous connaissez. Plus vous êtes d'une couleur rouge, plus vous êtes sur une augmentation de température importante par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en fait, bah, vous voyez 3 scénarios. Et le premier scénario que vous avez en bas, forte baisse des émissions, c'est le scénario si on tient à l'accord de Paris. Aujourd'hui, en France, en 2000, bon là c'est 2022, mais en 2025, on a pris environ 1,8 degré par rapport au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, vous voyez que du coup, ce 1,8 degrés, donc cet ordre de grandeur, et bah fondamentalement, même si on tient les accords de Paris, on reste jaune, c'est-à-dire on reste sur une augmentation de 2 degrés. C'est la première chose qui est fondamentale à comprendre avec le risque climatique et l'adaptation, c'est que sur des échelles de la vie humaine, le changement climatique, il est irréversible. Si on reste sous les 2 degrés, on limite, on arrêtera le changement climatique. Par contre, on reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que si demain matin on arrête d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, on va rester en France autour de 1,8, 1,7, des petits phénomènes de refroidissement qui peuvent exister, mais en ordre de grandeur, il faut retenir qu'on reste, qu'on a cette irréversibilité. Donc, petite parenthèse, ça voudrait dire que ce qu'on a connu comme inondations, sécheresse, etc. dans ces années-ci, c'est ce qu'on va connaître si on atténue à partir de maintenant. Ça veut dire que ça va être la tendance, quoi. Alors, il y a une stat qui est importante que personne n'a trop souligné, mais dans le rapport du Haut Conseil pour le climat de 2023 ou de 2024, il est écrit que même si on tient le 2 degrés, à 2050, les conditions de sécheresse, de température et de précipitation de l'année 2022 seront la moyenne. Or, on se rappelle de ce que c'est l'année 2022, c'était toute une partie du sud-ouest de la France avec plus d'eau au robinet, c'était les grands incendies de Gironde, c'était aussi des vagues de chaleur qui se sont succédées dans pas mal de villes, il y en avait eu 3 grosses, il me semble, et puis des inondations après sur la période hivernale. Donc ouais, effectivement, ça, on va devoir le gérer de toute façon. Et c'est pour ça que c'est un petit peu un problème d'avoir un peu de pudeur dans certains milieux à parler d'adaptation comme si c'était un renoncement à l'atténuation. Les deux sont complémentaires, mais le problème c'est qu'on n'a pas le choix. Même si on atténue, on va devoir s'adapter et on n'est pas trop sur un chemin d'atténuer, donc de toute façon cette question d'adaptation elle va se poser. Et autant ne pas la laisser cette question d'adaptation aux gens qui suggèrent qu'on pourrait s'adapter à tout et n'importe quoi. Parce que c'est ça la grande tendance aujourd'hui. C'est utilisé pour justifier le prolongement du statu quo et pour avoir un peu, ouais, bon, on va s'adapter, génie humain, c'est un truc un peu plus subtil que ce qui était avant. Anthropologique, quoi. C'est exactement. Plus, ouais. C'est plus trop, ouais, on va trouver des solutions pour capter du carbone. C'est même plus trop ça. On va les laisser chercher sur le carbone. Mais si on trouve pas, de toute façon, on s'adaptera. Voilà. Les 2 autres scénarios qui sont importants à comprendre, c'est déjà le scénario en haut, scénario forte émission. Il nous mène à peu près 5-6 degrés à la fin du siècle. Et c'est un scénario d'emballement climatique qui peut se produire dans 2 cas. Et les 2 cas peuvent se produire en même temps. C'est si les États ne matérialisent pas les engagements qu'ils ont pris sur les différentes COP et les accords de Paris en particulier. C'est bien sûr complètement en dehors de l'actualité, c'est complètement fou comme scénario évidemment, même si on a eu l'administration américaine qui nous fait le coup tous les 4 ans de plus avoir envie de rien faire. Passons. Mais c'est aussi un cas, et on y reviendra peut-être, s'il y a un déclenchement de point de bascule. Et ça, c'est un très grosse problématique, parce que tous les points de bascule climatique, permafrost, savanisation de l'Amazonie, il y a une grosse incertitude sur le niveau de réchauffement, le seuil de déclenchement. Par contre, toutes les médianes de tous les laboratoires disent que c'est à peu près autour de 2 degrés, et c'est pour ça qu'on a défini objectif de degrés. Et bon, et dernier scénario qui nous intéresse, c'est le scénario orange. Le scénario orange, c'est le scénario de la France 4 degrés, d'accord ?
4 degrés en France à la fin du siècle, c'est 3 degrés dans le monde parce que la France et l'Europe se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale, parce que les continents se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale et parce qu'il y a des effets liés notamment à la sécheresse d'une partie du sud de l'Europe, à la position géographique de l'Europe et à la présence un peu moins importante d'aérosols qui vont refroidir dans ces pays-là et donc une augmentation de température un peu plus importante. L'ONU dit que si on cumule tous les objectifs climatiques des États et qu'ils les rendent matériels, on serait à 3 degrés de réchauffement climatique. Et donc 4 degrés en France. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui s'est donnée comme objectif de dimensionner les infrastructures autour d'une trajectoire unique de réchauffement qu'est cette France 4 degrés. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est du coup de décrire clairement c'est quoi la France 4 degrés. Moi, j'ai l'habitude de dire que la France 4 degrés, c'est des rhinocéros gris et des cygnes noirs. Alors, les rhinocéros gris, c'est quoi? C'est ce que vous avez entre l'éléphant au milieu de la pièce, donc elephant in the room. Tout le monde parle d'autre chose et fait le tour de l'éléphant sans voir, en fait, la question de la polycrise en général et notamment l'effondrement climatique, du vivant, etc. C'est particulièrement le cas aujourd'hui en 2025, avec tout le backlash écologique, tout le fait que c'est plus un sujet. De toute façon, on est sur une retour de tous les impérialismes et donc il faut produire pour être plus compétitif et produire maintenant en plus vraiment dans un carcan tant mondialisé que ça, mais c'est pour l'intérêt national et pour faire la guerre, etc., guerre économique ou guerre militaire d'ailleurs. Et du coup, en fait, les rhinocéros gris, c'est du coup entre l'éléphant au milieu de la pièce et le cygne noir. Cygne noir, c'est en fait des événements dont on ne peut pas savoir qu'ils vont se déclencher à telle année, mais il y a un ensemble de signaux faibles qui, une fois que l'événement s'est déclenché, qu'on peut rapprocher les uns des autres pour expliquer a posteriori ce qui s'est passé. C'est le Covid, par exemple, avec notamment les questions des zoonoses, etc., etc. Inondation à Valence, ce serait cygne noir dans ton cas, tu penses? Alors, les inondations, il y a tout un problème avec tous ces événements-là, c'est que il y a la question à chaque fois de la science de l'attribution. La science de l'attribution, c'est dire à combien de pourcentage cet événement est dû au changement climatique plutôt qu'à la variabilité naturelle de cet événement-là. Donc pour moi, si je devais caractériser Valence pour moi c'est un extrême climatique sous 1,3 degré de réchauffement mondial et 1,7, 1,8. Donc plutôt un rhinocéros gris. Ouais, du coup en Espagne à peu près la même chose. Ouais. Et donc plutôt un rhinocéros gris. Les cygnes noirs, c'est plutôt pour moi des événements de rupture, c'est-à-dire des choses conséquences, ce qu'on appelle les risques en cascade, c'est-à-dire par exemple une forme d'accélération de la déplétion énergétique du fait d'une partie des ports notamment pétroliers qui seraient submergés par l'élévation du niveau de la mer. On l'a vu ça par exemple comme signe. On pourrait aussi avoir des signes noirs, ça serait par exemple les conséquences qu'on a du mal à anticiper sur l'effondrement potentiel de la MOC. Voilà, par exemple, est-ce qu'on aura des hivers beaucoup plus froids en Europe? Est-ce qu'on va avoir un ralentissement du réchauffement ou une augmentation du réchauffement du fait de la diminution de la MOC? Moi, dans les dernières choses que j'ai regardées, j'avais l'impression qu'il y avait du coup un phénomène, si la MOC s'arrête, en fait, il y a plus de carbone en surface qui va plonger dans le CO2 et donc en fait, on diminue la capacité de nos océans à séquestrer du carbone et donc on accélère le réchauffement, mais que en même temps on aurait des hivers beaucoup plus froids en Europe parce qu'il n'y a plus la circulation d'air chaud qui vient réchauffer l'Europe lors des saisons hivernales. Bon, voilà. Mais ça c'est toute l'incertitude structurelle auquel nous confronte la question du changement climatique. Pour rappel, AMOC, donc la circulation du courant océanique de l'Atlantique, quoi. C'est ça, effectivement. Circulation thermohaline, et dans la circulation thermohaline, il y a la MOC. Et donc, c'est quoi les rhinocéros gris, j'y viens. Les rhinocéros gris, c'est entre les deux, c'est un concept de la politologue américaine Michael Wucker, qui en fait montre que c'est une tendance d'évolution qu'on connaît, qui est lente et que du fait qu'elle soit lente, on l'anticipe pas vraiment. Et donc, les rhinocéros gris de la France 4 degrés, c'est les 3 saisons supplémentaires qu'on va connaître avec le changement climatique en France. Donc, la France 4 degrés, il y a Le Monde et Météo France qui ont fait un super boulot, notamment d'infographie et de cartes. Donc ça, c'est la carte de la première saison
du changement climatique en France, 4 degrés. C'est la saison du trop chaud. Il y en a deux autres, il y a le trop sec et le trop d'eau. Le trop chaud, c'est ça. Donc ici, tu as l'échelle des températures qui va de 0 jusqu'à plus 7 degrés. Donc, vous voyez que dans une France 4 degrés, toute la partie sud-est est déjà à plus 5, plus 6, plus 7, parce que en particulier, les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste de la France. Les territoires de montagne, notamment les Alpes, ont déjà dépassé les 2 degrés. D'ailleurs, c'est assez peu dit. Et en fait, tu vois qu'on a un 4 degrés généralisé pour tout le monde, et avec plus on va vers le sud du pays, plus une augmentation de température très importante. Ça montre aussi la distinction, quand on parle dans le débat public, entre moyenne et extrême. Ça, c'est les moyennes en plus. C'est je fais la différence entre la période de référence, 1976-2005, et la période du fin du siècle qui, je pense, ça doit être un truc comme la moyenne entre 2070, 2071 et 2100. C'est ça le climat, on rappelle. Le climat, c'est une moyenne sur 30 ans de température longue. Mais là-dedans, il y a des extrêmes. Donc, c'est-à-dire que quand vous aurez du trop chaud, vous serez à beaucoup plus chaud dans certaines zones, et notamment pendant les périodes estivales. Ici, du coup, c'est les températures moyennes en été. Donc, la saison du trop chaud, ça va. C'est pas trop compliqué à comprendre. C'est attendu par le changement climatique. Les deux autres saisons qui sont un peu plus pénibles à anticiper, c'est les saisons notamment du trop sec et du trop d'eau. Qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique? Il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, tu augmentes l'évaporation, donc l'eau bleue, et l'évapotranspiration, l'eau des végétaux. Toute cette eau, du coup, elle va venir assécher une partie des sols. Et on va avoir aussi une sécheresse météorologique, qui va augmenter, c'est-à-dire des durées de périodes sans précipitation qui vont augmenter. Et donc ça va produire un phénomène de trop sec, c'est-à-dire un assèchement très important, en particulier en été, et en particulier sur le sud de la France, où on a déjà connu en fait une partie de ces périodes sans eau, en fait notamment en 2022 où on a eu plus d'eau au robinet et des productions agricoles qui ont été massacrées par la sécheresse, mais aussi par les gelées tardives, c'est-à-dire qu'en fait il y a des vagues de chaleur qui arrivent en hiver. Ces vagues de chaleur en hiver, elles enclenchent la floraison de plein de plantes à fruits, etc. Et ensuite la variabilité naturelle revient, on a une vague de froid, et vu que tout est sorti, on a des catastrophes agricoles qui se produisent. Sachant que ça, c'est la moyenne pour 2100, quoi. C'est toujours la moyenne pour 2100. On pourrait regarder exactement la carte qui progressivement va sur ces différents éléments. Jusqu'à 2100 du coup. Mais la tendance à remarquer, c'est que le sud de l'Europe, tout le pourtour méditerranéen, va se désertifier. Tout ce qui est connecté à l'Espagne, fondamentalement, ça suit la trajectoire espagnole, qui est une trajectoire de désertification très très importante, très très avancée, parce que il y a une dynamique aussi de plus un territoire est sec, plus l'augmentation de température sur ce territoire va être importante. Ça, c'est de la physique de base. Quand vous avez en fait de l'énergie solaire qui arrive sur vous, donc de l'énergie thermique qui va finir par agiter les molécules, soit cette énergie solaire, elle sert du coup à agiter les molécules d'air, et donc ces molécules d'air, elles tapent sur votre peau, vous avez chaud. Soit il y a des sources à évaporer, il y a de l'eau. Et dans ce cadre-là, il y a une partie de cette énergie solaire qui va servir à évaporer l'eau. Cette partie de cette énergie solaire qui sert à évaporer l'eau, fondamentalement, elle va pas servir du coup à réchauffer votre peau. C'est exactement le même phénomène qui se passe quand vous sortez de la douche. Vous avez froid quand vous sortez de la douche, parce qu'une partie de l'énergie thermique autour de vous, elle sert à évaporer les gouttes d'eau que vous avez sur le corps, et pas vous chauffer vous. Plus vous avez un territoire sec, du coup plus l'augmentation de température elle augmente, et donc plus vous asséchez. Il y a un peu une boucle de rétroaction entre sécheresse et augmentation de température. Chose qui est importante aussi sur ce graphique, rapidement, les zones hachurées. Les zones hachurées, elles montrent en fait, et on y reviendra tout à l'heure peut-être, qu'il y a des incertitudes assez fortes sur le signe d'évolution des précipitations ou pas dans des zones géographiques. Parce que en fait, il y a pas mal, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a pas mal les modèles. Ça, c'est une construction, c'est une médiane de 17 modèles climatiques pour Météo France. Et en fait, ces 17 modèles climatiques, il y a certains
qui vont pas donner le même signe que les autres. Donc là, en médiane, tout le monde dit que ça s'assèche, mais quand vous avez des assurements comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, peut-être, modèles climatiques qui disent « Ah non, mon modèle, il me dit que ça va humidifier plus dans cette zone-là ». C'est dû notamment à des défauts de modélisation de nuages. On a encore beaucoup de difficultés en 2025 à avoir des modèles théoriques clairs. On n'en a vraiment même pas pour les nuages. Et donc, on est obligé de faire des modèles ad hoc. Et donc, chaque laboratoire a un peu son modèle ad hoc sur les nuages. Et la dernière saison liée au changement climatique, c'est la saison du trop d'eau, parce que malheureusement toute cette eau qui va être évaporée, elle va pas retomber progressivement, elle va retomber d'un coup. Par exemple, si on prend les événements de Valence, à Valence, pendant l'été, il y avait la Méditerranée qui était 4 degrés plus chaude que ce qu'elle était par rapport à la moyenne. Et toute cette eau, en fait, en plus, elle est retombée sur Valence fin octobre, début novembre. Et en fait, c'est ça qui va se produire. Les saisons du trop sec et du trop chaud, elles vont aller croquer sur notre printemps actuel et sur notre été actuel, tandis que les excès d'eau, ils vont aller croquer sur la période hivernale automnale. Et là, vous revoyez beaucoup d'incertitudes encore sur le pourtour méditerranéen, malheureusement, et une tendance à toute l'eau qui est asséchée, évaporée dans le sud de l'Europe, dans le sud de la France, va retomber sur le nord et l'est de la France et l'Europe centrale. Donc si on fait une énorme simplification, en Europe, le changement climatique, c'est du trop chaud pour tout le monde, c'est un sud de l'Europe qui s'assèche et toute l'eau du sud de l'Europe retombe sur le nord et l'Europe centrale. À part peut-être la Normandie et la Bretagne, il y a tout le monde qui va prendre cher, quoi. Ah non, même chacun a ses emmerdes, mais à différents degrés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a des conditions climatiques qui vont changer drastiquement. Ça, c'est important à comprendre. Et chacun, du coup, il est possible de décrire précisément avec une analyse de risque ce qui se produit. Là, ce que j'ai fait, c'est juste une analyse d'exposition. J'ai juste montré le climat. Si je devais être beaucoup plus précis sur ce qui va se passer, il faudrait que je regarde par exemple les caractéristiques des sols sur les régions que je vais étudier. Est-ce que c'est imperméabilisé? Est-ce que ça l'est pas? Etc. L'argile, etc. Voilà, le retrait-gonflement des argiles. Il y a des aléas climatiques duquel j'ai pas tellement parlé aussi, on pourra en parler après. C'est notamment l'élévation du niveau de la mer. Donc l'élévation du niveau, on va le faire maintenant du coup. L'élévation du niveau de la mer, c'est un phénomène qui est dû principalement, donc là vous avez deux figures du Shift Project sur les territoires littoraux et les territoires d'outre-mer. Parce qu'il y a encore un truc en France, on aime bien la France métropolitaine, on oublie un peu les autres. Bref, passons. Et en fait, l'élévation du niveau de la mer, elle est due à la dilatation principalement de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous mettez de l'eau dans votre casserole, cette eau, elle bout. Et quand cette eau, elle bout, si vous mettez le feu, mais bon, elle bout, elle prend plus de place. Et ça se passe exactement pareil sur l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, il fait plus chaud, votre eau, elle gonfle. Si votre eau, elle gonfle, elle prend plus de place. Et donc ça, c'est en gros 40 à la moitié d'élévation du niveau de la mer qui est expliquée par ça. Et ensuite, il y a la fonte d'une partie de la cryosphère qui vient ajouter de l'eau dans de l'eau douce à l'eau de mer et donc aussi augmenter le niveau d'élévation. Et quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, c'est en fait d'ici la fin du siècle environ 1,5 million de personnes qui sont concernées en zone inondable, donc en zone où on aura des submersions marines beaucoup plus importantes. Et quand on regarde donc le niveau d'élévation de la mer selon les différents scénarios du GIEC, c'est en France autour de 80 cm à 1 mètre, grosso modo, mais on verra qu'avec le déclenchement des points de bascule, on peut aller beaucoup plus haut, notamment avec la désintégration de l'Antarctique de l'Ouest. Et cette élévation du niveau de la mer, elle va aussi s'articuler pour les territoires d'outre-mer, avec une augmentation plutôt de l'intensité des cyclones. On ne sait pas trop s'ils vont se déplacer, on ne sait pas trop si leur fréquence va augmenter. Par contre, on a l'impression de savoir qu'ils vont être plus forts. Comment un cyclone se forme? Un cyclone se forme, en fait, lorsque vous avez une température de l'eau très importante qui va évaporer à un endroit avec une certaine condition de vent. Et en fait, c'est la force de Coriolis qui va mettre en circulation cette dépression, cet excès d'eau évaporée. Et c'est pour ça qu'en fait, la force de Coriolis, elle est toujours dans le même sens.
parce qu'elle est due à à la rotation de la Terre. Et donc, ça va pas déplacer fondamentalement les patterns de cyclones, même s'il y a certains chercheurs qui essayent de voir qu'on aurait à peu près des déplacements des patterns de cyclones d'une centaine de kilomètres. Mais donc, grosso modo, les territoires qui sont déjà touchés par ces cyclones vont être touchés, mais avec des cyclones qui seraient plus forts. Parce que s'il fait plus chaud, et ben la quantité d'eau qu'on va réussir à mettre dans le cyclone, la quantité de dépression qu'on aura là-dedans, va augmenter. Et du coup, les autres territoires aussi, le dernier territoire qu'on peut aborder, c'est les territoires de montagne. Donc encore ici, figure du Schist Project. Déjà, on a déjà fait plus 2 degrés depuis 1950. En été, on est à plus 2,6 degrés. On a déjà une diminution de l'enneigement de l'ordre de 1/4. On a déjà des risques de feux de forêt qui augmentent et on a déjà des pertes en termes d'eau dans nos montagnes. Et ça, c'est la tendance aussi longue sur tous ces territoires. Et dernier élément, il y a l'eau, donc le débit des cours d'eau qui va s'assécher. Parce que la sécheresse, c'était sur la figure d'avant, mais je peux le réexpliquer, la sécheresse, c'est un phénomène de propagation. D'abord, on a une sécheresse météorologique, il pleut moins. Ensuite, il y a une sécheresse des sols parce qu'il pleut moins, les sols sont trop secs, mais aussi parce qu'il y avait plus d'évapotranspiration et parce que aussi on a des pratiques du sol qui accélèrent le cycle de l'eau. Et de fait, du coup, si les sols séquestrent moins d'eau, font traverser moins d'eau, les nappes se remplissent moins. Si les nappes se remplissent moins, le débit des cours d'eau s'amenuise parce qu'en fait, les nappes, elles communiquent en permanence avec leurs cours d'eau. Et donc, vous avez notamment des débits qui vont diminuer. Ici, je crois que c'est autour de 2050. C'est le rapport du BRGM de 2013. J'aimerais bien qu'ils en fassent le mettent à jour. C'est un excellent rapport où en fait ils essayent de modéliser l'évolution des nappes et l'évolution du débit des cours d'eau. Et donc ce qui montre, c'est que dans toute la partie sud-ouest de la France, on va avoir des cours d'eau qui vont diminuer de l'ordre d'1/4 à 2050. Ça a des conséquences très importantes pour l'irrigation agricole, mais aussi pour la production hydroélectrique, notamment sur le Rhône, et la production nucléaire. D'accord. Donc ça aussi, c'est des cours d'eau plus secs, et donc encore des conditions qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on connaît. Si je le résume en une phrase, avec le changement climatique, les extrêmes de demain, les extrêmes d'aujourd'hui vont devenir la moyenne de demain, et les extrêmes de demain seront des choses qui sont complètement inconnues, et pour lesquelles inconnues dans le sens on les a jamais affrontées, on peut les anticiper, mais on les a jamais affrontées, et donc fondamentalement, il va falloir qu'on ait ces politiques d'anticipation et donc d'adaptation par rapport à tous ces chantiers-là qui sont absolument immenses.